Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour une nouvelle semaine pour parler de la WNBA, la Ligue féminine de basket. Et pour m'accompagner, évidemment, Elliot est avec moi. Salut Elliot. Hello Chris, hello tout le monde. Effectivement, on est ensemble aujourd'hui. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis ravi de te retrouver. Bon bah comme on avait prévenu les auditeurs et auditrices la Exactement. semaine dernière, le trio est à nouveau plus disponible. Momentanément. Mais voilà, on se retrouve, en tout cas, on assure le service minimum et on est présent même pendant cette période où les matchs n'ont pas encore repris au moment où nous, on tourne le lundi soir. Ça va reprendre dans la semaine, évidemment. Mais il y a cette petite pause du All-Star, là, bien méritée pour les joueuses après une demi-saison déjà bien dynamique, on va dire. Ouais, tout à Bon. fait. Puis même pour les rookies, ça permet aussi de souffler un tout petit peu. Elles qui ont enchaîné saison NCAA, WNBA assez rapidement. Là, avoir quelques jours de break pour celles qui n'étaient pas au All-Star Game, ça va faire du bien. Ouais, complètement. Du coup, bah, on a quand même des choses à vous dire dans ce podcast-là. La semaine dernière, on avait fait une petite émission tous les trois où on avait parlé un petit peu de nos coups de cœur, ou en tout cas, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou deux, trois petites choses qu'on voulait mettre en avant sur cette première partie de saison en WNBA, que ce soit sur les terrains ou même d'un point de vue plus général. Donc, on vous invite à aller réécouter ça si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Pendant vos vacances, vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais allez quand même écouter de temps en temps les épisodes, ça fait plaisir. Et là, du coup, on va enchaîner, si tu veux, Elliot, avec un autre épisode un petit peu à part, vu que là, les matchs n'ont pas repris, donc on n'a pas nécessairement de matière en termes de contenu de match à analyser. Et on est tombé sur des petites infos du média The Athletic. Alors, The Athletic, c'est un média dont on vous parle fréquemment sur le podcast, que ce soit pour le Bien basket sûr. masculin ou féminin. Alors, c'est quoi? C'est une entité du New York Times, c'est ça? Qui est axée sur Ouais, le à peu sport. près. En gros, c'est ça. Et du coup, en fait, ce site-là, ce média-là, donc ils communiquent beaucoup sur les réseaux et sur leur site et application. Et ils ont fait une sorte de sondage, plusieurs sondages qu'on va C'est ça. analyser avec toi, Elliot, où en gros, donc les journalistes de ce média-là, The Athletic, ont interrogé environ une quarantaine de joueuses depuis le début de la saison, donc 2025. Donc c'est des sondages très récents, ils sont sortis la Mhm. semaine dernière. Toutes les équipes sont représentées, mais attention, il n'y a pas les rookies dans ce sondage-là. L'idée pour les journalistes, en tout cas le parti pris qu'ils ont décidé d'avoir, c'est d'avoir le point de vue des vétérans. Dernière modalité avant de te lancer, Elliot, et qu'on en parle. Chaque joueur a bénéficié d'un certain anonymat, même d'un anonymat tout court pour pouvoir s'exprimer par rapport aux Ouais. différentes questions qu'on va aborder. Et elles avaient le choix plutôt de ne pas répondre si elles le souhaitaient. Donc, moi, je sais que je vous avais envoyé ça en privé à toi et Tom, et on s'est dit que pourquoi pas, ça pouvait être intéressant de pouvoir discuter un petit peu déjà de ces questions, des réponses apportées par les joueuses, et qu'on fasse un petit ping-pong ensemble, tu vois. Tout à fait. Et puis même en NBA, on sait que ce sondage est très médiatisé à chaque fois, C'est vrai. notamment Tyrese Haliburton qui avait été voté comme le joueur le plus surcoté. Et ça l'avait sûrement un peu titillé pour les playoffs 2025, où il avait sorti des masterclass pour répondre aux haters. C'est vrai, tout à fait, tu as raison. C'est vrai que pour la NBA, ça sort souvent. Alors là, il n'y a pas dans les questions la joueuse la Ouais, plus ça aurait surcotée. fait beaucoup de débats. Voilà, c'est ça. Les questions sont un petit peu plus polissées, quoique quand même. Il y Ouais, a une ou deux questions sur l'organisation. Bon, on va vous en parler. Alors, du coup, on a décidé d'organiser ça en 3 points par rapport aux questions qui ont été posées par le média. Donc, on va faire 3 premières questions autour des joueuses en général, en reprenant donc évidemment les questions et les réponses du sondage. On fera un deuxième bloc sur le côté un peu plus équipe, franchise, et enfin une dernière partie plus sur le côté structure générale et avenir de la WNBA. On parlera CBA, on parlera expansion, ce qu'on a déjà pu aborder ces dernières semaines. Quand tu veux, on y va, Elliot. et bah c'est parti, on va ouvrir le bal. Donc la première question qui a été dévoilée, puisque le sondage a été dévoilé un peu avec une question par-ci, une question par-là au fur et à mesure de la semaine dernière. Et donc la question c'était quelle est la meilleure joueuse évoluant en WNBA à l'heure actuelle? Et donc Nafissa Collier ressort très, très justement devant A'ja Wilson. Donc on a eu 36 joueuses qui ont répondu. Donc 17 voix pour Nafissa Collier et 15 pour A'ja Wilson. Et ensuite, Breanna Stewart suit avec 2. Et Alicia Gray et Alyssa Thomas ont aussi reçu une petite voix. J'aurais pensé qu'il y avait plus d'écart
au sein dans l'état d'esprit des joueuses entre Nafisa Collier et A'ja Wilson. Ouais, clairement, moi, il y a 2 éléments qui ressortent un petit peu de cette première question, même 3, on va dire. La première, bon, que Nafisa Collier soit devant, ça me paraît pas vraiment déconnant parce que, elle est sur une saison incroyable et même, voilà, elle est sur, déjà l'année dernière, elle avait montré aussi de très belles choses. Elle avait pas eu le titre, mais en tout cas, là, pour l'instant, elle est vraiment devant et bien devant. Premier point, donc que ce soit elle en premier, pas de surprise. Le deuxième point, je te rejoins complètement, c'est, de voir que l'écart n'est pas si énorme que ça avec la joueuse pardon de Las Vegas. Il y a que 2 voix d'écart sur 36 réponses, donc ça fait vraiment une marge, faible. Et la troisième chose, c'est par contre le delta énorme. Oui, C'est-à-dire que tu vois, sur les 36 joueuses, il y en a 17 plus 15, donc il y en a 32 qui ont voté soit pour Collier, soit pour Wilson. Et après, du coup, tu as vraiment 4 votes, j'ai envie de dire, un petit peu, alors sans faire offense aux joueuses évidemment, mais bon, qui sortent un peu de nulle part. Mais il y a vraiment un delta entre Collier-Wilson et, j'allais dire, le reste de la ligue. Je caricature, je grossis le ouais, c'est trait, ça. mais le reste des grandes joueuses, on va dire. Tu vois. Tout à fait et justement donc pendant la préparation, j'avais repris le sondage qui avait été fait auprès des GM WNBA, donc les 13 GM avant le début de la saison et ça mettait à 67 Nafisa Collier, MVP de cette Mhm. année et A'ja Wilson à 25. Donc les G dans la tête des GM, il y a un peu plus d'écart Ouais. entre Nafisa Collier et A'ja Wilson avant même que la saison ne commence. À la différence de là où, les c'est vrai qu'on n'a pas donné l'élément. La question a été posée, le sondage entre le 27 mai et le 13 juillet, si je Ouais, dis pas de c'est ça. bêtises, c'est ça? Donc voilà, donc du coup, il y avait quand même déjà des matchs, évidemment, Mmh. qui avaient eu lieu en comparaison avec le sondage que tu avais sur les GEM en amont de la saison 2025. On va enchaîner du coup avec la deuxième. On va pas rester 10 minutes sur la meilleure joueuse, on en parle régulièrement. 2e question du sondage là qui est intéressant. Quelle est selon vous la plus grande trash talkeuse de la ligue cette saison? Alors donc là, on a eu 33 réponses, donc déjà il y a un petit peu moins de réponses que le sondage précédent. Il y a 7 joueuses qui n'ont pas répondu. Alors là, c'est un petit peu plus. Alors il y a une vraiment qui ressort du lot et après ça éclate un petit peu, c'est intéressant. Donc Mmh. on a vraiment tout en haut, on a Alyssa Thomas qui a 13 réponses en sa faveur, on va dire ça comme ça, sur les 33 réponses. Ensuite, on a Courtney Williams de Minnesota avec 5 réponses, Marina Mabrey du Sun avec 4, Skylar Diggins du Storm avec 2. Et ensuite, on a des joueuses qui ont récupéré un vote. Alors, on a du Clark, du Natasha Cloud, du Kalea Cooper, du Cunningham, du Kelsey Plum, du Angel Reese, etc., etc. On va pas tous vous les faire. Mais il y a quand même pas mal d'autres joueuses qui récupèrent un vote. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Est-ce que ça paraît surprenant pour toi de voir la joueuse Alyssa Thomas là, avec, je vais dire repartir avec ce trophée? Non, il n'y a pas de trophée, mais repartir avec ce résultat, on va dire. C'est clairement pas surprenant. Ouais. On voit beaucoup, beaucoup de déclarations qui sortent, à chaque fois sur, sa juste son envie de trash talk tout le temps, les joueuses. J'ai même vu passer récemment une joueuse qui disait que, Alyssa Thomas n'attaquait même pas sur, la joueuse. Elle avait fait un N1 et elle avait trash talk, une coéquipière de la joueuse, voilà, juste pour le plaisir. Je pense que s'il y avait par exemple Diana Taurasi encore, en activité, je pense qu'elle aurait été, assez largement devant. Mais donc, à Phoenix, voilà, Phoenix Trash Talk en gros. Yes, carrément. Et merci pour la passe autour de Diana Taurasi. C'est vrai. Je vais aller en parler en fin d'émission. Bon, je le referai peut-être, mais là, je vais vous le faire, je vais vous en parler. Dans les inédits de l'été de N1, donc là, vous êtes sur N1 WNBA, mais vous allez juste en dessous, vous retrouvez l'épisode précédent, c'est les stories d'Anna, où en gros, pendant l'été, on va vous proposer des portraits sur des joueurs, des joueuses, sur des carrières, sur peut-être des matchs qui nous ont marqués, en tout cas, bref, des épisodes un peu plus chill. Et là, pour le premier épisode, on a fait une bonne demi-heure pour revenir sur un petit peu sur Diana Taurasi, La une série White Mamba. c'est ça, une série documentaire là, de Prime Video lui est consacrée. Ça sort le 7 août sur la plateforme. Et donc, c'était l'occasion avec Anna de pouvoir en parler. Alors, via un prisme particulier, on vous laissera à l'écouter, mais si vous n'avez pas eu l'occasion, vous avez allez, une bonne demi-heure sur l'histoire autour de Diana Taurasi et on parle évidemment de son trash talking et de cette mentalité, comme tu dis, le White Mamba en référence avec Kobe, on en parle évidemment. Et c'est vrai que
Torazi, c'était pas la dernière sur un terrain à aller trash talker, et dès qu'il y avait un peu de castagne et dès qu'on pouvait un petit peu aller ouais, bah, voilà, c'est ça la bagarre. En tout cas, il y avait du monde avec l'ex-joueuse de Phoenix. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il clairement. y a une sorte du coup de continuité C'est avec ça. Alyssa Thomas qui continue. Est-ce que sur le reste du sondage, tu vois quelque chose qui t'a marqué ou qui t'étonne, ou au contraire, où il n'y a rien de particulier Non, on a, ce qui est marrant, on a Marina Mabrey qui a 4 votes, Dijonay Carrington qui a 1 vote. On sait que les 2 joueuses, s'étaient fightées pendant, je sais pas, 4-5 ans Mhm. et avaient été coéquipières l'année dernière, sur, la fin de saison à Ouais. Connecticut. Donc on sait que ce sont des joueuses qui aiment, parler et puis qui avaient vraiment une dent, l'une contre l'autre. Yes. Moi, toi, je dirais rapidement, c'est vrai que je, je trouve ça intéressant à voir à l'avenir qu'on ait déjà en tout cas des jeunes joueuses, des rookies ou sophomores qui aient déjà au moins un vote. Tu as des joueuses comme Angel Reese, comme Clark, c'est pas mal. Tu te dis, il va y avoir de l'avenir, en tout cas, ça va continuer la bisbille, les, euh, les répliques, les punchlines et le trash talking. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on aime, que ce soit chez les mecs ou chez les filles. Évidemment, ça fait partie du basket. C'est quelque chose à part entière dans ce sport-là. On enchaîne, tiens, si tu veux, Elliot, avec la dernière question sur notre bloc un peu joueuse, là. Exactement et donc c'est qui sera le visage de la WNBA dans 5 ans? Mhm. Alors, bon, pas le suspense n'est pas à son paroxysme. Caitlin Clark, 53 des réponses, suivi par Juju Watkins, donc qui n'est même pas encore en Ouais, WNBA, c'est clair. qui, d'ailleurs s'est fait les croisés et qui aura 1 an, au moins encore avant d'arriver dans la grande ligue, qui est à 17. Paige Buckers à 14, Angel Reese 6, A'ja Wilson 3 et ensuite des joueuses ont reçu des voix comme Cameron Brink et notre franchise Dominique Malonga. Caitlin Clark donc devant, pas de grande surprise puisque elle est déjà aujourd'hui le visage de la WNBA, le visage médiatique en tout cas, ça c'est certain. Mais par exemple, d'autres joueuses, je le trouve assez basse, Paige Buckers par exemple, alors Mhm. qu'elle, médiatiquement justement aussi, elle occupe, bien, les réseaux de WNBA. Donc ouais, je sais pas ton avis là-dessus? Ouais, bah, j'ai deux trois trucs, sur ce sondage-là, donc Clark, bon évidemment, ça paraît pas déconnant. De toute façon, la WNBA depuis son arrivée, l'explosion vient aussi de ça. C'est pas que de elle, mais ça elle en fait grandement partie, donc on va pas il y a pas de surprise comme tu dis. Après la première surprise évidemment, c'est d'avoir, bah, une joueuse qui n'est même pas encore sur les parquets Mmh, WNBA et qui est deuxième du sondage, et c'est là que moi je trouve étonnant, c'est-à-dire que tu l'as dit, Paige Buckers, qui est déjà là, même si elle a qu'une demi-saison, elle n'est que troisième de ce sondage-là. Et à côté, tu vois, tu as Angel Reese qui est vraiment, toi, par rapport à Juju Watkins, qui a quasiment 18% des votantes, et tu as Angel Reese qui est seulement à 6%. ouais, Moi surprenant. ça me marque, en tout cas, tu vois? Mmh. Quand on voit que Angel Reese, elle va faire la cover du prochain NBA 2K. Alors après, c'est pas parce que tu as Non, fait c'est NBA vrai, 2K hein. que tu es l'avenir de la ligue, mais en tout cas, médiatiquement, Mmh. ça montre quelque chose, et en tout cas, d'un point de vue des joueuses, c'est ça qui est aussi intéressant à relever au-delà juste des résultats, c'est que il y a eu 39 réponses sur les 40 personnes qui ont été interrogées. Bah, en fait, tu en as très peu qui voient en Angel Reese le visage de la ligue pour les prochaines années, et tu en as à côté de ça, quasiment 4% qui voient AJ Wilson, qui, par rapport aux autres joueuses, il y a quand même un petit différentiel en termes d'âge, tu vois? Ouais, dans 5 ans, elle sera vraiment sur Bah, la c'est ça. toute fin de sa carrière. Donc moi, je suis assez étonné de voir Angel Reese aussi basse, on va dire, dans ce sondage-là. Et par contre, un petit cocorico, même s'il y a que, un vote, mais pour Dominique Malonga. Parce que c'est pas Clairement. non plus comme si elle avait 20 minutes de temps de jeu là, tous les matchs, tous les soirs. Malheureusement pour elle, c'est compliqué. Mais bon, qui a voté pour elle, on ne sait pas. C'est le côté anonymat du sondage. Mais ouais, ouais, moi, ce sondage-là, bon, que Clark soit devant, pas de surprise. Les autres derrière, ça peut se discuter. En tout cas, c'est intéressant. C'est le point de vue des joueuses. C'est ça et justement pour aller dans ton sens, Dominique Malonga, elle avait été votée dans le sondage des GM comme la joueuse qui était peut-être le plus grand style à sa position, enfin Ok. donc le meilleur, repêchage pour la position, prise quoi et aussi, la France qui avait été votée très largement à 92
comme, le pays qui, produisait le plus grand vivier de talent. Yes. Bah, on en avait parlé la semaine dernière, Elliot, hein, quand Bien on sûr. on avait fait un focus sur les joueuses françaises et c'est vrai que ce soit chez les hommes, peut-être, chez les filles aussi, même pas peut-être, sûrement, il y a un vivier de talent incroyable et qui va continuer, qui va perdurer, donc pas étonnant non plus que du coup les GM, et ça montre aussi que, bah, voilà, la ligue s'est vraiment mondialisée. Quand on dit la ligue, c'est tout le monde, c'est-à-dire que même les GM qui pourraient rester très Ouais, américano-américains, et se dire: «Bah, non, on regarde que, les universités américaines ou que dans notre État, dans notre région», en fait, non. Maintenant, tu as des gens partout qui observent tout et qui se rendent compte qu'en fait, ailleurs, en particulier en France, tu as du talent à tous les niveaux. clairement. On enchaîne, tiens, si tu veux, avec maintenant le petit bloc sur les équipes. On a 2 questions. Alors la première question donc qui concerne, le titre pour 2025. Donc, la question qui est posée, c'est en gros, excepté votre propre équipe, qui vous voyez remporter le titre 2025? Alors là, on a vraiment un fossé énorme. Il y a 2 équipes qui sont devant, pas de logique, pas de côté illogique, on va dire, et on va aller, rapidement là-dessus, Elliot. On a Minnesota qui est devant avec 55 des votes sur 27 réponses. Donc là, tu as quand même 13 personnes qui n'ont pas répondu. Donc, Mmh. du coup, le panel est un peu plus resserré. Minnesota devant, donc avec 55 des votes. Le Liberty avec 40%, et après les miettes, bah, c'est pour Phoenix avec quasiment 4% des votes. Et il n'y a pas d'autres équipes qui ont eu de vote. Ouais. Donc, Minnesota devant, New York 55-40 et Phoenix derrière. Pas de surprise quand on voit le début de saison de ces deux équipes qui caracolent en tête et qui cartonnent. Tu vois. Ouais, tout à fait et puis, pas de surprise notamment, aussi avec toujours le sondage des GM qui mettait à 60 Minnesota, vainqueur du titre, WNBA en début de saison. Mhm. Donc le consensus, va pour, Minnesota, qui est la meilleure équipe, cette saison, qui est la meilleure équipe, défensive, qui, a la meilleure joueuse, dans ses rangs. Donc ça fait déjà beaucoup de facteurs qui poussent à croire que Minnesota, enfin les Lynx sont bien lancés pour la quête du titre après leur, défaite en finale l'an passé et si on veut jouer sur les maths aussi, on sait que le perdant de la finale de la Commissioner's Cup était en finale l'année d'avant et était vainqueur des finales de WNBA l'année d'après. Donc là, les probabilités sont très fortes pour Minnesota. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça, on est qu'à la moitié de la saison, mais c'est vrai que ce Minnesota-New York, pareil, on semble y aller tout droit. Après, on n'est jamais à Ouais, l'abri de blessures, de faits, et d'upset, hein, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, évidemment. Bon, ça paraît compliqué. En tout cas, d'un point de vue des joueuses, là, il y a quasiment unanimité sur déjà la finale, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, bon, c'est un petit peu plus resserré sur qui va gagner le titre, mais en tout cas, voilà, c'est Minnesota qui est devant pour cette question-là. On enchaîne, tiens, si tu veux, pour la deuxième question sur le bloc équipe. Donc quelles sont les 2 équipes qui ont la meilleure, rivalité ou la rivalité la plus clivante? Mhm. Donc là, c'est très, très serré en tête, donc 36 réponses et on a donc Lynx versus Liberty à 38 et Aces versus Liberty à 36. Donc les affiches des 2 dernières finales WNBA et donc ensuite on a Fever Sky 11, la rivalité, Angel Reese, Caitlin Clark Mm. et ensuite Aces Sparks, alors ça on ne sait pas pourquoi, à 8 peut-être avec Kelsey Plum. Kelsey Plum, moi j'allais te dire peut-être, mais Ouais et Derrick Mb aussi qui était ancienne pensionnaire des mmh. Aces. Mais ouais donc 2 rivalités qui se détachent, Lynx Liberty, Aces Liberty, donc 2 fois le Liberty. Ouais, c'est ça. La plus c'est vrai que le Aces Liberty, même cette saison où, les Aces, ne sont pas au top de leur forme, c'est toujours des matchs, diffusés, quasiment sur antenne nationale Ouais. et moi si je devais vraiment donner une rivalité, je dirais Aces Liberty. OK, ouais, donc tu es dans la logique de moi, j'aurais tendance peut-être aussi à dire un petit peu comme toi. Après c'est serré, hein, comme tu disais, le Lynx Liberty, il y a 39 des sondés, et Aces Liberty non, Lynx Liberty 39, pardon, et Aces Liberty 36, donc ça se joue à rien Ouais. du tout. Non, j'ai rien d'autre, à dire, excepté que du coup New York est une équipe, clivante, on va dire ça comme ça, et du coup, bah, ça correspond bien à son supporter numéro 1, tu vois? Ouais, c'est La vrai. petite dédicace évidemment à notre ami Tom, pour la
pour la petite dédicace qui fait toujours du bien. Voilà pour le petit bloc équipe et on va continuer. Tiens, on a quatre dernières questions, pardon, à vous lancer. Ouais, ben non, en fait, je faisais dérouler mon truc et je Ouais, dis, il en je reste vois. 2, 3. Ah non, il y en a une quatrième. Donc, alors, et moi, je trouve que c'est peut-être même les questions les plus intéressantes. Alors, promis, on ne fera pas une demi-heure dessus, mais c'est sur vraiment le côté avenir WNBA, l'organisation, la structure. Je trouve ça plutôt pas mal. La première question, je me permets de la prendre. Vas-y. Alors, il y a un côté positif et la question d'après, ce sera le négatif. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces questions-là. Donc, en gros, excepté votre propre franchise, quelle est l'organisation, la franchise avec le meilleur, comment on va dire ça, la Tout ce qui est meilleure, front office, quoi. ouais, le meilleur déroulé, en tout cas la base la plus solide ou la plus saine pour avancer, on va dire ça comme ça. Ouais, tout ce qui est Ouais, dirigeant, etc. c'est ça. Ce qui en ressort, c'est qu'on a le Phoenix Mercury qui est donc 35 réponses sur 40. Donc quasiment tout le monde a répondu. Le Mercury, donc devant 28%. Le Liberty à 25%. Après, on a Seattle et Minnesota qui sont à égalité, 14%. Les Valkyries qui sont 5e pour une franchise qui vient d'arriver, ça c'est intéressant, à 11%. Et ensuite, on a le Fever, les Aces qui ont récupéré un vote. Bon, on va pas s'attarder nécessairement sur ces équipes-là, mais en tout cas, on a Phoenix qui se place bien. New York aussi, et donc cette équipe des Valkyries, là, dès sa première année, qui marque les esprits, tu vois. Et on le disait, on l'a répété plein de fois d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue plus structurel, j'ai l'impression. Ouais, c'était la première franchise de sport féminin à être évaluée à plus de 500 millions de dollars, je crois. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour elle. Et puis, c'est aussi, ce sondage prend en compte aussi tout ce qui est qualité d'infrastructure aussi, je pense, Oui, puisque Phoenix a inauguré c'est vrai. justement, qui porte le nom de Diana Taurasi, encore une fois, le centre Ouais. d'entraînement avec tout flambant neuf. On sait que le Liberty a aussi c'est pareil, a des très belles infrastructures. Seattle aussi, de nouveau centre de performance qui a été créé. Minnesota qui, selon les GM, possède donc la meilleure coach, Cheryl Reeve, qui était votée à 83% comme la meilleure coach. Ah oui. Et, donc voilà. Et qui était la coach la plus motivatrice? Je sais pas, qui motive le mieux? Ouais, plus motivante, ouais. Ouais, c'était, Cheryl Reeve également. Donc Minnesota qui squatte le haut du tableau sur tout ce qui est, front office, ouais. Ouais, bon après en général, quand l'organisation par le haut fonctionne bien, ça déroule et inversement, on va pouvoir en parler sur la question d'après, quand l'organisation par le haut fonctionne mal, souvent ça découle pas terrible. Mais, non, non, pas de surprise à part donc ces Valkyries là qui se positionnent rapidement, mais sinon, Ouais. non, pas étonnant, c'est vrai que Mais tu as après, même, c'est pas vraiment étonnant que les Valkyries soient voilà, puisqu'elles bénéficient de toute la fondation que les oui, Warriors c'est vrai. ont installée. C'est Joe Lacob qui est aussi propriétaire des Valkyries, donc ça coule de source. Yes, bon, très bien. On avance, tiens, avec, du coup, le pendant de cette question sur qui a la meilleure organisation générale et du coup, Elliot, on a la question sur la pire organisation, on va dire. Exactement, et là, il y a une équipe qui se détache, hein, le Chicago Sky avec 40% sur les 27 réponses. Ensuite 30% Connecticut, 15% Los Angeles et ensuite Dallas à 7%. Si on en revient, c'est pareil, encore une fois, aux infrastructures. Chicago, c'est très précaire et Connecticut, c'est pareil. Et puis si on parle en termes de coaching cette année et niveau de jeu, et Oula. cetera, on va pas relancer, ce que Tom, nous a expliqué la semaine dernière, mais Chicago mérite, je pense, largement sa place sur ce sondage de la pire organisation. C'est ça, ça va c'est exactement la conclusion que j'avais, ça va dans le sens de ce que, Tom avait pu donner la semaine dernière, nous dire en tout cas et même, répéter assez régulièrement et voilà, c'est pas étonnant de voir des franchises qui là ont du mal quand même, hein, Ouais, alors clairement. j'ai pas le classement sous les yeux, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir, en fait à Chicago, Connecticut, Los Angeles dans les pires équipes là cette saison. Après qui est devant l'autre, qu'importe, mais en De tout toute cas façon, c'est les 3 équipes sont dans les 4 dernières, ouais équipes de voilà, la ligue. donc rien de particulier. Alors tu vois, moi juste comme ça, alors ça peut paraître anecdotique, mais tu le Fever qui récupère, un vote C'est vrai. dans cette question de la pire organisation. Alors après c'est un vote sur 27 réponses.
Bon, peut-être quelqu'un qui n'a pas été transféré ou qui a eu un trade annulé et qui n'a pas pu jouer avec Clark et est un petit Ah, peu frustré peut-être, mais ou quelqu'un qui s'est fait virer, genre Dewana Bonheur. ah, peut-être. Non, mais après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, je trouve ça, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais voilà. Donc oui, bon, bah, La Palme à Chicago, Connecticut, bon, même s'il y a un petit écart, c'est vrai, mais qui est pas loin. Attention quand même à cette équipe du Sun. Mais bon, bref, on va pas faire 10 minutes sur ça. On enchaîne, tiens, avec là les 2 dernières questions, et là, on est vraiment sur un sujet qu'on avait abordé la semaine Mmh. dernière. Je sais que j'en avais fait un petit point avec vous, et c'est un sujet qui revient de temps en temps parmi les suiveurs de la Ligue là, cette saison. Donc, quelle est selon vous, donc selon pour les joueuses, la ville d'expansion, bah, la ville idéale pour une Mmh. expansion de la WNBA? Donc, on C'est a eu ça. 35 réponses sur les 40, donc quasiment tout le monde a répondu. Et là, du coup, on sait que Sophie Cunningham a répondu, en tout cas, à Ouais, cette ça c'est question-là. clair. Et on sait ce qu'elle a répondu. Parce que du coup, on a Miami qui ressort du lot avec 37%. Derrière, on a Nashville. Alors, je crois qu'elle avait... Ah non, elle avait parlé de Kansas City, elle. Ah ouais, c'est vrai. Nashville avec 14%. Après, on a du Boston et Charlotte à 11%. Cleveland et Houston à 5%. Et d'autres équipes à 14%. Il y a du Austin, du Denver, du Philadelphie, du Vancouver. Et une autre équipe dans le sud-est des États-Unis. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que la première franchise qui est citée par les joueuses comme ville idéale, c'est la première ville qui va être une ville d'expansion, c'est Ouais. Cleveland, et elle n'est choisie que par 5% des votantes. Quand tu vois Mmh. que Miami écrase la concurrence avec 37% des votes, qu'est-ce que tu en penses un petit peu, même si cette question-là, bon, elle est un peu plus, j'allais dire superflue, non, mais un peu plus idéaliste, tu vois. Ouais, après on sait que, les Jeux Unrivaled étaient en Floride, je crois, donc enfin je sais pas où en Floride, mais apparemment le climat, leur a plu cet hiver. Miami, c'est une ville, bah, c'est une «belle ville» entre guillemets pour tout ce qui est, conditions de vie quoi, donc ça peut être, bah, les joueuses répondent ça parce qu'elles aimeraient bien passer leur été, à Miami C'est évidemment. ça. Après Nashville, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, Alors, j'ai c'est une pas ville, vrai c'est une ville de sport, hein, mais alors après, ouais, après Boston, en troisième, qui pourrait, récupérer éventuellement le Connecticut Sun, qui est juste à côté et dont on parlait d'un déménagement pour le Sun. Donc peut-être que le désir, des joueuses de voir une franchise à Boston sera exaucé avec ce déménagement du Sun. Et ouais, Cleveland très bas, Philadelphie qui est cité dans les petites équipes, enfin dans les équipes avec peu de voix. ouais, Mais ce sont 2 franchises qui recevront une équipe enfin 2 villes qui recevront une franchise WNBA dans les années à venir 2030, 2030, 31 peut-être, je sais plus. Mais ouais, ce sont des villes, comme disait, Sophie Cunningham, moins glamour que peut l'être, Miami ou Nashville, c'est ça. Non, apparemment. mais je trouve ça intéressant quand même parce que c'est vrai que C'est vrai nous, qu'elle a été, très critiquée, pour ses propos, alors que finalement ça semble refléter, l'avis de pas mal de joueuses. c'est ça, et la différence, c'est qu'elle, elle l'a dit publiquement, C'est tu ça. vois? Donc, c'est vrai que ça a un petit peu fait parler. Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que nous, on parle de l'aspect sportif, tu vois, très, les matchs, les stats, les machins, mais c'est vrai que tout autour de ça, bah, les joueuses ont une vie évidemment, et bon, bah, tu as le cadre de vie qui va avec, tu as l'environnement, et voilà, on sait que même chez les hommes, hein, un mec comme Bradley Beal, il l'avait dit, hein, avec sa no trade clause, souvenez-vous, «Moi, je veux pas aller jouer dans une franchise où l'hiver, il fait moins de 20 degrés.» C'est pas Mmh. moi qui le dis, c'est lui qui l'a sorti en déclat. On peut trouver ça, on peut en rigoler, trouver ça pathétique, machin, ça c'est un autre point, mais en tout cas, de son point de vue, et donc, je vais pas dire que les joueuses pensent comme lui, mais le cadre de vie est un élément fondamental pour les athlètes. Quand tu vois que, par exemple, Damian Lillard revient à Portland, je fais une petite aparté, Mmh. parce qu'on sait que sa famille y vit, et que lorsqu'il avait déménagé à Milwaukee, ça s'était très mal passé parce qu'il était, bah, il vivait seul en fait à Milwaukee, qu'il n'avait pas cette attache qui revenait avec ses enfants et sa famille. C'est Clairement. des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, bah, le cadre de vie, c'est quelque chose d'important, et en tout cas, dans ce sondage-là, il sort bien avec Miami. Alors là, c'est pour d'autres éléments. C'est peut-être plus des éléments climatiques, en effet. Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Dernière question, tiens, Elliot, vraiment intéressante pour le coup, celle-là, sur le sondage là.
Donc si vous aviez, un problème à prioriser, enfin un problème à régler dans le prochain CBA, lequel ça serait? Et donc là, vraiment, largement, largement, largement à 70 sur 37 réponses, les joueuses WNBA veulent être, payées plus, avoir un salaire plus haut. Et ensuite, il y a quelques, plus de roster spots, plus de ressources pour les familles, une meilleure, Une meilleure meilleure pension. équité, ouais, tout ça. Mais ce qui ressort largement, c'est le salaire. Ah oui, clairement. Bah, de toute façon, c'est pas étonnant, 70 des votes. Là, on l'a pas abordé, mais du coup, on va le faire On là. va Mais le faire. dans le All-Star Weekend qui a eu lieu là, donc le week-end dernier, on a vu que les joueuses ont profité de la tribune qui était offerte par la WNBA et par l'antenne nationale américaine pour, comme elles l'avaient déjà fait à l'époque, hein, c'est des choses qu'elles avaient déjà fait en 2020 pour d'autres raisons, des raisons plutôt sociétales, mais là en tout cas elles ont Ouais. profité de la vitrine qui leur a été offerte pour clairement montrer au public et montrer à la ligue dans une situation où il y a des négociations pour le nouveau CBA qu'en gros elles voulaient avoir une meilleure rémunération, être payées plus. Elles avaient sorti des t-shirts qui sont même, alors j'ai vu passer ça, qui sont même en vente et qui sont disponibles sur des plateformes Ouais, officielles, je tu vois. vois, d'e-commerce, avec du coup les revenus de ces t-shirts qui seront reversés à l'association des joueuses. Donc on voit que le public qui était à Indianapolis aussi a embrayé sur tout ça quand la commissionneur parlait dans la salle. Le public bah voilà, a fait comprendre et était dans le sens des joueuses et les joueuses en ont parlé. On sait qu'il y a eu une réunion entre toutes les joueuses, un repas un peu réunion pendant ce week-end-là où bah, elles ont clairement abordé les solutions, en tout cas les éléments qu'elles pourraient mettre en avant pour faire parler en fait cette volonté d'être payé plus. Là, elles l'ont fait par rapport à la communication, à l'image de lors du All-Star Weekend, mais ça va dans le sens du sondage. Satou Sabali avait dit, ouais, il y a une semaine et demie, que la première proposition de CBA par la WNBA était, un choc et vraiment une claque sur le visage, je crois, il disait. Mhm. Tellement les salaires n'étaient pas ce que les filles, avaient envie et enfin, avaient besoin surtout. Ouais, Et ouais, donc elles ont sorti les t-shirts, «Payez-nous ce que vous nous devez», en c'est gros. ça. «Pay us what you owe us», et la tribune, ouais, médiatique, en tout cas, ça a fait beaucoup parler, plutôt en mal sur, les gens qui ne sont pas au courant de tous les tenants et les aboutissants. Sur Twitter, ça s'est beaucoup enflammé, sur les t-shirts justement et les médias, NBA entre guillemets qui ont relayé ça et le Mhm. public NBA qui, a, donc critiqué toutes les joueuses et cetera. Enfin bref, une mauvaise, heu, une mauvaise pub de ce côté-là, mais par contre, pour, les personnes concernées, un bon coup de com' et une belle exposition pour un message qui, bah, on l'entend beaucoup en ce moment là, avec les négociations, mais le besoin des joueuses de se faire, enfin de faire valoir leur basket. On sait que Unrivaled paye très, très cher, Ouais. pour les joueuses. Justement là, il y a 14 joueuses, NCAA qui ont signé des contrats avec Unrivaled et qui vont presque être millionnaires avant d'arriver en WNBA. Donc la WNBA doit s'améliorer là-dessus. Ouais, et attention parce que il y a un monde où les négociations n'avancent pas ou n'avancent pas dans le sens de ce que veulent l'association des joueuses. Et attention au lockout. Ouais, C'est des choses clairement. qui sont déjà arrivées dans le basket aux États-Unis. C'est quelque chose qui est totalement envisageable. Alors après, on n'en est pas là et on va pas rentrer dans un débat maintenant parce que c'est très technique et on n'a pas, nous non plus, tous les tenants et aboutissants. Et on ne peut pas vous dire de bêtises. Mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Toi, Elliot, rapidement, t'en penses quoi de ce qu'ont fait les joueurs, c'est-à-dire on discute entre nous et on profite de la tribune qui nous est donnée publiquement pour faire passer notre message. Sachant que c'est là pour une fois, par rapport à 2020, on n'est pas sur un message sociétal, on est sur un message bah, financier et un peu plus auto-centré, je veux dire ça comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Mhm. C'est le All-Star Game, c'est l'événement le plus médiatisé de l'année. On a eu aussi, tout ce qui est, donc Natsha Edeman et Courtney Williams qui, ont fait un live Twitch en direct de 72 heures
sur le All-Star et donc ça a vraiment, le All-Star a vraiment été très médiatisé sur les réseaux, avec beaucoup d'expositions, pour, pour les joueuses quoi Mmh. et la soirée du vendredi soir, on a une photo aussi, de toutes les joueuses dans l'ascenseur qui Ah se oui, rendaient aux négociations, qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Donc c'était le bon moment pour sortir, les t-shirts et pouvoir, montrer que ouais, voilà, c'est une cause qui leur tient vraiment à cœur et que si c'est pas mis en œuvre, attention aux conséquences. c'est ça. Faut pas la WNBA doit pas oublier qu'elle fait son argent grâce aux joueuses. Exact. Voilà, le mot est dit en tout cas. Bon, on a fait le point, voilà, c'était sur, ce petit sondage que vous retrouvez sur la plateforme The Athletic. Donc comme tu l'as dit Elliot tout à l'heure en différents points, il y a pas un seul article. Ouais. Alors il y a un gros article, mais il y a des blocs, donc vous irez voir ça. Bon bref, si ça vous intéresse, vous trouverez ça évidemment. Mais en tout cas, nous, on vous a donné les réponses de ce sondage-là. Il y a d'autres choses, il y a des précisions dans les articles, des déclarations de joueuses, mais, je pense qu'on a déjà fait un bon moment là-dessus. Ça donne une certaine idée, en tout cas, de ce que pensent les joueuses et c'est toujours intéressant parce que ce sont elles, comme on vient de le dire, les actrices principales, Ah de clairement. de cette série qui est la WNBA qu'on observe toutes les semaines, maintenant et donc c'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue et en tout cas, c'était le petit épisode qu'on voulait vous proposer avant la semaine prochaine de rebasculer évidemment sur, un scénario d'épisode un petit peu plus classique vu que des matchs seront repris et on pourra revenir un petit peu sur nos habitudes, depuis le début de la saison en termes d'épisodes. Je pense qu'on est pas mal, Elliot. Je te remercie d'avoir été présent et qu'on ait pu Merci discuter de Chris. tout ça ensemble. C'était un plaisir de décortiquer ce truc, qui est plutôt sympa quand même. Ouais. J'espère qu'ils continueront à en faire et peut-être poser quelques autres questions sur la fin de saison. Ouais, carrément et allez, pourquoi pas une ou 2 petites questions un peu plus piquantes, tu vois? Genre, Ouais, comme il y a eu tout à l'heure, c'est ça, il y avait la pire organisation, ils pourraient trouver des petits trucs, hein, mais bon, en tout cas, voilà, ça a déjà le mérite d'être là et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez clairement. pas à aller écouter les podcasts de l'été. Donc vous avez, cet épisode inédit avec Anna autour de l'histoire ou de la carrière, on va dire ça, de Diana Taurasi qu'on vous invite encore une fois à aller écouter. C'est, juste en dessous dans votre schéma là, de plateforme de streaming. Vous trouvez ça rapidement et tous les autres épisodes de N1 tout l'été, évidemment, vous aurez un autre format la semaine prochaine avec Yannick. On vous en dit pas plus, il est en train de préparer tout ça et nous on se retrouve évidemment tout l'été, hein, pendant toute la saison WNBA avec Elliot, avec Tom. Elliot, bientôt toi tu vas t'envoler pour La s Indianapolis. Voilà, la semaine prochaine, j'aurai déjà vu un match, Oh, puisque j'atterris à New York. très Je bien. serai samedi soir au New York, contre les Sparks. Ah oui, très bien. Bon on aura peut-être quelques photos sur le réseau privé. On espère quand même. Exactement et puis Bon, quelques contenus sur, The Playoff, yes, et évidemment les réseaux sociaux. tu nous partageras ça. On espère en tout cas dès qu'on pourra se retrouver pour un prochain podcast. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, bonne soirée, bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Et on se retrouve donc très vite pour un nouveau podcast autour de l'actu basket et WNBA en particulier. Allez, ciao! Ciao.